Cameroun. Une guerre cachée aux origines de la France-Afrique, 1948-1971, Thomas Deltombe, Manuel Domergue, Jacob Tatsitsa. Hommes, femmes et enfants pourrissent dans les brousses. Dans leurs opérations de nettoyage, les forces de l'ordre distinguent mal, disent-elles, les upécistes, les suspects et les villageois. Ou alors uniquement a posteriori. On peut admettre que la population mâle a participé activement à ces actions et à cette organisation terroriste. Pour 40%, notera par la suite le colonel Whitehouse, commandant militaire du Cameroun français, le reste étant soit complice, soit entraîné par la terreur. Et le même d'ajouter, sans faire trop de détails, la race Bassa est d'un niveau intellectuel bas, crédule, encore asservie aux sorciers et toujours prête à écouter la propagande extrémiste. Dès lors, on ne s'étonnera pas de lire dans un journal catholique local, l'Effort camerounais, qui a pourtant pris position pour l'intervention militaire, un éditorial sévère envers l'attitude des troupes qui ciblent aussi bien les maquisards que le reste de la population. Les balles, elles, n'ont pas fait de distinction. D'autant que les troupes, peu nombreuses, ne s'embarrassent pas de prisonniers. Pour faire face au problème, les militaires organisent à la fin décembre des milices villageoises menées par des éléments fidèles à l'administration. Alors que les troupes se poursuivent tout au long du mois de janvier 1957, ces milices d'autodéfense auront pour mission de ramener les populations dans leurs villages, pister les rebelles et démembrer les maquis. Si la milice est valable, il faut qu'elle soit contrôlée et guidée par le militaire, et dissoute à la fin des opérations, notera cependant le capitaine Paul Gambini, après 1 mois et demi d'opération en Sanaga maritime. Sage recommandation, car, comme le reconnaîtra le colonel Whitehouse lui-même, les milices prolifèrent à la suite des opérations militaires et leur action est beaucoup plus axée sur le pillage et le règlement de vieilles querelles que sur la recherche et l'arrestation des éléments perturbateurs. Les termes utilisés le 3 janvier 1957 par Oumniobé pour décrire le chaos qui règne dans sa région sont nettement plus explicites. Depuis le 24 décembre, plusieurs localités de la région de la Sanaga maritime sont soumises à des opérations de guerre de grande envergure. Des villages entiers sont complètement pillés et brûlés. Le bétail est systématiquement abattu à coups de fusil. Les meubles et les battants des ouvertures de portes et fenêtres des maisons servent de bois de chauffage pour la cuisine des troupes militaires. Au moment de leur arrivée, dans chaque village ou agglomération, les forces de l'ordre tirent à bout portant et sans sommation sur les populations sans défense. Ceux qui échappent à cette tuerie massive sont poursuivis en pleine brousse par les forces de l'ordre, entre guillemets, guidés par quelques traîtres camerounais. Tous ceux ou toutes celles, adultes et enfants, qui sont rencontrés sur les pistes sont abattus par les militaires, sans autre forme de procès. Les gens surpris à domicile sont froidement fusillés par les propres colonialistes composés de militaires, par les troupes colonialistes composées de militaires français et des tirailleurs tchadiens venus de l'Afrique dite équatoriale française. À chaque moment, la tuerie est suivie du pillage des biens et de l'incendie des maisons. Hommes, femmes et enfants, ainsi froidement assassinés par les porteurs de la civilisation, pourrissent dans les brousses. Il n'y a personne pour les dénombrer, et personne davantage pour procéder à leur inhumation, comme prescrit par la coutume africaine la plus impérative. On ne connaîtra jamais le bilan humain des troubles de décembre 1956-janvier 57, alors que l'UPC évoque des milliers de victimes. L'administration parle en dizaines et rejette toutes les responsabilités sur ses adversaires.
Le bilan tragique des 2 semaines d'émeutes n'est pas terminé, car les cadavres des victimes des upécistes ont souvent été brûlés, immergés ou cachés dans la brousse, note un rapport ministériel début janvier 57. D'ores et déjà, il est acquis que plusieurs dizaines de paysans ont été assassinés après avoir été souvent torturés. Le 2 février, l'humanité rejette quant à elle l'entière responsabilité des milliers de morts sur l'administration. Mais il nous est difficile, voire impossible, de fixer un chiffre même approché de tués, ajoute le quotidien communiste, car il y eut des décès en brousse, en forêt, dans les camps, dans les prisons. Sans spécifier les responsabilités, l'historien américain Victor T. Levin, plutôt prudent, juge crédible le chiffre de 2000 tués. Il semble étrange, si ce chiffre est réel, rétorque pour sa part l'historienne Georgette Helger, que la presse française n'ait pas mentionné de tels troubles.